Sar. Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir si Amin Mekawi, qui est directeur commercial de Paytic, Monsieur Saad Shtitu, cofondateur et CEO de Wigo, et si Rotman Take, cofondateur et CEO de iProgra. Alors, oui, voilà, attention. Alors, asseyez-vous. Je pense qu'on a suffisamment de place. Vous avez normalement un micro chacun. On va... Voilà, vous avez vos... C'est bon, vous êtes assis là où il y a vos noms. Alors, essayez les micros, comme ça on voit si on vous entend bien. Parlez devant, c'est mieux que de frapper dessus. Bonjour. Très bien, parfait, ok. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. Il est 15h36, on va essayer de discuter pendant 25 minutes, 30 minutes. Vous êtes trois, et puis après, on ouvrira s'il y a des questions dans la salle, parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Mais avant qu'on discute un peu du rôle des startups, et notamment dans l'industrie, puisqu'on est ici aux Industries Meeting Days, et puis de ce relais, de cette relation qu'on peut avoir, de cette charnière entre le monde industriel et les startups, je vais simplement vous demander, alors moi je suis allé voir ce que vous faisiez nécessairement, mais il n'y a pas mieux que vous pour nous expliquer ce que vous faites. Alors Saad, on commence par Wigo, c'est de la mobilité. Exactement. Wigo, c'est une start-up marocaine qui a démarré en 2020. Et notre spécialité, si on veut, c'est pouvoir en fait aider les villes et les organisations à mieux se déplacer. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avec des solutions qu'on propose, on aide à digitaliser le transport. Par exemple, pour les entreprises, les usines, etc., on les aide à améliorer le transport du personnel en optimisant en fait toute la flotte et la gestion de tous les transports du quotidien. Et de même, pour les villes, on essaie de digitaliser l'accès au transport public en aidant les villes à digitaliser le ticket, en ayant des tickets digitaux à travers notre application. Donc c'est quoi? C'est de l'optimisation, c'est de la digitalisation d'un process qui existe déjà mais qui le rend beaucoup plus facile. C'est quoi? Alors entre les deux univers dont vous m'avez parlé, il y a les entreprises et puis il y a, on va dire, ça peut être les collectivités locales, ça peut être au niveau de la ville, même au niveau d'un pays, j'imagine, de manière plus, si on peut extrapoler. Mais au niveau d'une entreprise, par exemple, puisqu'on va prendre l'industrie, imaginons que vous avez une unité industrielle dans le transport quoi? Aussi bien marchandises que transport du personnel, vous êtes là pour optimiser? Uniquement le transport destiné aux personnes. Ok, seulement transport personnel. Exactement. Donc le but aujourd'hui, c'est pouvoir en fait fournir à ces unités industrielles un moyen beaucoup plus fiable pour déplacer en grande masse l'ensemble de leurs salariés. C'est-à-dire on est censé en fait donner à la fois les moyens de transport, c'est-à-dire les minibus en l'occurrence, mais aussi tous les tracés, etc., d'une manière très optimisée à travers notre software. Et alors ça fait quoi ça? C'est-à-dire que ça permet d'économiser de l'argent, ça permet d'économiser du temps, ça permet d'économiser des accidents du travail? Exactement. En fait, le but de tout optimiser à travers une plateforme permet de, économiser les coûts relatifs au transport, surtout quand on parle en fait, d'une masse astronomique de personnes qui doivent se déplacer tous les jours. La deuxième chose, c'est rendre en fait, tout le service fiable, surtout quand on parle d'une chaîne de production qui ne doit pas s'arrêter. Donc, il faut s'assurer que les gens parviennent à leur poste à l'horaire voulu. Et donc, c'est tout l'intérêt en fait, aujourd'hui de digitaliser cet aspect-là. On sait que nous sommes une fonction support d'une unité industrielle en l'occurrence, ce qui fait que c'est aujourd'hui très important en fait, de digitaliser cette partie-là aussi. Ok, alors on y reviendra justement et on verra comment vous avez collaboré avec le monde industriel. iProgra. Alors, qu'est-ce que c'est iProgra? Alors, quand on est start-upper, on est habitué à pitcher, je crois, 2 fois par jour, clients, investisseurs. Alors, iProgramme... Quand on fait du business, on pitch 10 fois par jour. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est de devoir pitcher la boîte tout le temps. C'est vrai. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est... alors, nous, on est plus orienté capital humain. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans tout ce qui est fidélisation et engagement de leurs collaborateurs. L'objectif étant très simple. Aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, les entreprises peinent à fournir des salaires ou à être compétitives sur les salaires. Et donc, les collaborateurs auront tendance à regarder une entreprise en disant « Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre si je travaille pour vous? Qu'est-ce qui me fera rester ?» Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on négocie avec des marques, on négocie avec des pourvoyeurs de services pour offrir aux collaborateurs de nos clients, donc les entreprises, des avantages. Et
facilitant l'accès à ces avantages-là via une plateforme. Et ça peut paraître comme ça assez simpliste, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui un collaborateur qui va travailler pour un groupe industriel ou autre, qui va avoir un certain nombre d'avantages que le département RH ne pourra pas négocier seul, va être plus attaché à cette entreprise-là et l'employeur aura plus facilité à le garder, voire à être plus attractif. Et donc grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on gère toute la partie convention et avantages pour nos clients via une plateforme qui permet de mieux engager les collaborateurs et qui permet de mieux retenir les collaborateurs. Donc en gros, les collaborateurs, les collaboratrices, ils ont accès eux-mêmes à cette plateforme. Il n'y a pas un filtre de l'entreprise avant que les collaborateurs puissent y avoir accès. Alors ce qu'on fournit, on fournit une plateforme qui est aux couleurs de l'entreprise. Donc on est sur quelque chose où la marque de l'employeur est mise en avant, où Anna en tant qu'employé, Radiant Role, je vais avoir accès à tous les avantages que me font l'entreprise. Alors, ces avantages peuvent être apportés par nous, donc e-programme, ou des avantages qui sont déjà mis en place par l'action sociale. Concrètement, c'est quoi avantage concrètement? Alors ça peut être du salle de sport, ça peut être de l'éducation, de l'assurance. On a bientôt de la finance. On travaille avec toutes les marques d'électroménager au Maroc. Les hôtels aussi, on vient de signer le groupe Accor. Et donc l'objectif, c'est qu'un RH va pouvoir fournir une centaine de conventions d'un coup en signant un contrat avec nous, au lieu d'avoir à faire l'effort unique one by one. D'accord. Donc ça nourrit la marque employeur. Donc on peut dire que j'ai accès à cette plateforme-là dans cette entreprise. Donc c'est un plus, quoi. Donc on n'est peut-être pas dans la chaîne de valeur industrielle, mais par contre, on croit beaucoup au facteur humain et à l'attachement humain à son entreprise. Et on a déjà vu les résultats chez pas mal de nos clients. Quand un collaborateur a accès à autant d'avantages, avant de quitter, avant d'aller voir l'augmentation de salaire de 5% de compétiteurs, il se pose deux fois la question, il se dit je vais payer l'école plus cher, je vais payer mon électroménager plus cher, je reste chez mon employeur. Paytic. Bonjour. Hello. Qu'est-ce que c'est? Alors, Paytic, c'est une plateforme SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire qu'on peut se connecter sur Internet à notre plateforme et cette plateforme permet d'automatiser un certain nombre de processus liés au paiement par carte. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes un client, vous détenez une carte de paiement. Lorsque vous essayez de payer dans un supermarché, vous avez un incident, donc paiement double ou le paiement a été, par exemple, n'est pas passé. Et donc, il y a tout un processus, il y a différents acteurs qui rentrent en jeu. Et nous, on s'assure qu'il y ait une fluidité dans la relation de ces différents acteurs et on s'assure aussi d'automatiser et de digitaliser tous les processus en back-office que vous ne voyez pas. Lors d'un paiement par carte, ça prend même pas 2 secondes, mais il faut savoir qu'il y a énormément d'acteurs qui font en sorte que ça fonctionne. Et donc, nous, on s'assure. On fait partie de ces acteurs-là et on s'assure que le paiement se déroule dans les meilleures conditions. Et donc, pour rentrer un peu dans le détail, on va mettre à disposition cette plateforme à des banques ou des entreprises qui émettent des cartes de paiement. Et ils vont pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations sur les transactions et ils vont également pouvoir réaliser des activités qu'ils réalisent de façon manuelle aujourd'hui, comme de la réconciliation, du chargeback, et bien sûr tout le volet réglementaire où on va aider les banques à automatiser les rapports réglementaires qui doivent être transmis au réseau de cartes ou à Banque Maghreb par exemple. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est du pur back-office. Ça c'est de l'industrie, on va dire, financière, monétique pure, et vous êtes en back-office et vous êtes un maillon de la chaîne. Exactement. On est un maillon de la chaîne, mais on gère toute la chaîne. C'est un peu ça l'idée. On intervient à chaque volet de la chaîne et on s'assure que les différents acteurs communiquent bien entre eux. Donc dès qu'on paye par carte, vous rentrez en action derrière. Exactement. Pour vous assurer. C'est pas vous qui assurez toute l'opération, mais vous vous assurez que tous les gens qui assurent l'opération soient, on va dire, qu'il n'y ait pas de raté à chaque maillon de la chaîne. J'ai bien compris, c'est ça? Vous l'avez expliqué mieux que moi. C'est exactement ça. Bon, ok. On a besoin de gens comme vous, en fait, en gros. Les banques ont besoin de gens comme nous, sinon elles le font de façon manuelle. Et donc, quand on parle de façon manuelle, c'est des fichiers Excel, c'est du versionning de documents, c'est beaucoup de ressources qui travaillent en back-office, qui font des activités assez chronophages. Et donc, nous, on fait en sorte que ces ressources qui travaillent en back-office, plutôt que d'être un centre de coûts, demain, ces back-office soient générateurs de revenus pour les banques. Et donc, plutôt que de travailler justement sur de la réconciliation de façon classique sur fichier Excel,
La plateforme le fait pour eux. Je ne l'ai pas dit, mais on introduit également de l'intelligence artificielle au sein de nos clients, chez ces banques-là. Et donc, grâce à toute cette technologie, ces ressources-là vont consacrer du temps à comment générer du chiffre d'affaires à la banque plutôt que travailler sur de la réconciliation des activités assez classiques. Donc vous, vos clients, alors je pose des questions parce que c'est intéressant, vos clients, ce sont directement les banques ou alors les fournisseurs de solutions de paiement qui les fournissent aux banques? Alors, nous, nos clients, ce sont les banques et les fournisseurs de paiement, ce sont des partenaires puisqu'ils peuvent également proposer nos services à leur portefeuille client. Nous, on est une start-up, donc comme vous devez voir, c'est pas simple de rentrer en relation avec une banque. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par ces partenaires-là, historiques, qui peuvent être des processeurs, qui peuvent être des réseaux de cartes, comme Visa ou Mastercard par exemple. Et donc, ces acteurs-là nous ouvrent leur portfolio. Et donc, ça nous permet d'avoir des introductions auprès des banques et de venir identifier le besoin et ensuite d'y répondre. Je vais revenir là. Et là, je vais vous demander de... Pareil, tu vas dire tu pitches 10 fois par jour. Bah, tu vas sûrement expliquer aussi 10 fois par jour comment vous en êtes arrivé là, parce que c'est l'histoire d'une start-up, c'est intéressant. Et puis surtout, à quel moment la start-up n'est plus une start-up, mais une entreprise pérenne et qui finalement a rempli un besoin et le fait de manière régulière et avec génératrice de revenus. Comment vous êtes arrivé à cette idée-là? Parce que l'important dans l'innovation, c'est de répondre à un besoin, c'est de remplir une case vide, ou à moitié vide, ou aux 3/4 vide, ou alors mal remplie, et c'est de mieux la remplir. Comment vous en êtes arrivé Ou bien on là? a de la chance aussi. Oui, bah, non, mais ça, il y a toujours de la chance quelque part. Parce que pour moi, je ne suis pas derrière l'idée. Absolument pas. Ok, suivant. Ok, vas-y, dis-moi. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est que l'idée est importante, mais l'exécution est encore beaucoup plus importante, dans le sens où je pense que chacun dans la salle a une idée, mais effectivement, quelqu'un qui peut prendre l'idée d'une phase d'idée et la rendre vraiment dans un vraiment projet pérenne, comme vous venez de dire, c'est pas assez donné à tout le monde. Ce qui fait que aujourd'hui, moi j'ai rencontré mes cofondateurs au Sénégal, ils sont sénégalais, donc on est vraiment une coopération sud-sud, et je les ai fait tous venir ici au Maroc pour qu'on bosse en fait, sur cette idée-là, en fait, afin de rendre en fait, les déplacements au Maroc beaucoup plus simples et beaucoup plus fluides. Et dans ce sens-là, je pense que c'est tout un travail, c'est tout un écosystème qui doit se mettre en place pour pouvoir en fait, donner aujourd'hui la chance aux startups de pouvoir passer en fait, du stade 0 vers le 1. Parce que c'est le plus difficile, je pense. Et je parle sous contrôle de Othmani Amin. C'est quoi le 1? C'est l'implémentation? C'est quoi? C'est de passer du prototype le fameux MVP. Exactement. Ouais. C'est du MVP et par la suite du Product Market Fit. Bon, je parle un peu de jargon, mais MVP, c'est le Minimum Viable Product, c'est-à-dire en fait une petite démo avec laquelle tu peux présenter en fait, ce que tu fais au grand public. La suite, c'est pouvoir prendre ces démos-là, la tester avec un grand nombre de personnes pour pouvoir en fait s'assurer qu'effectivement elle répond à une demande et que le marché te donne en fait la validation qu'il faut pour que tu puisses en fait développer un peu plus cette idée-là vers quelque chose de beaucoup plus concret. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça s'est oui. passé comment? Alors moi, il y a un peu de storytelling dans l'histoire, mais alors dans l'absolu, ça s'est passé sur une plage. Ça aussi, ça c'est les pitchs des startups. Bah oui, il faut lever de l'argent. On dit à toutes les startups de faire du storytelling. Bah, quand on n'a rien à vendre, il faut bien vendre une histoire. Ok. Non, alors en réalité, moi c'était à peu près ce que tu disais en fait. C'était pas forcément mon idée, mais j'étais dans un pays où la conjoncture, alors économique, le modèle de fonctionnement et même le rapport au travail est similaire qu'un pays qui est le Brésil en fait. On a beaucoup de similitudes avec l'écosystème, pas la taille de l'économie, mais en tout cas on a beaucoup de similitudes. Et le marché du travail là-bas a cette particularité qui est justement les collaborateurs sont extrêmement regardants sur ce que les entreprises offrent comme avantage. Alors pour la faire courte, j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait chez Petrobras, qui était la plus grande entité industrielle, je crois même de l'Amérique du Sud. Et là-bas, en fait, on m'expliquait qu'il y avait toute une division dont le métier était de justement aller chercher des avantages, des perks and benefits pour leurs collaborateurs. Il y avait carrément une carte bancaire en fait, qui était adossée à ça, un peu comme ce que fait Swile. Et puis voilà. Et à partir de là, j'ai codé pendant à peu près 2 mois sur une plage
Vraiment ça, c'est vraiment passé comme ça. J'ai lancé le projet à distance et je m'attendais à ce qu'il y ait 2-3 inscriptions. Alors j'ai contacté mes anciens employeurs au Maroc, je travaillais avant chez Dell et chez Oracle. Et j'ai lancé la plateforme à distance et le premier jour, on a eu pour 100 000 dirhams de commandes. On a compris qu'il y avait quelque chose. Alors, je vous poserai la question. Alors, je te laisse finir et après, je vous poserai la question sur le business model et après, comment vous avez eu justement votre premier bon de commande parce que finalement, on parle souvent de financement des startups, mais on oublie que le principal financement, c'est souvent le premier bon de commande. Ou un peu moins de storytelling du coup, on est des monéticiens. Très terre à terre, des monéticiens, on a développé une expertise et donc ce qui s'est passé c'est qu'on a été sollicité par le marché pour répondre à des besoins de banques et donc plutôt que de le faire en mission, freelance, etc., on a décidé de monter une structure, de professionnaliser et de lancer la plateforme qui va répondre à ces problématiques-là qu'on rencontrait nous-mêmes il y a quelques années. Et donc pour vous faire l'histoire, Paytic est né au Canada. Tout simplement parce que l'écosystème, il y a 4 ans, donc dans les années 2020, l'écosystème canadien répondait plus aux problématiques qu'on rencontrait et était plus ouvert à prendre des risques, à l'époque en tout cas. Et donc on a levé des fonds là-bas, on a créé la société là-bas et très rapidement, lorsqu'il fallait commencer à développer le produit, on a décidé de recruter une équipe marocaine présente à Casablanca pour le développement de notre produit. Et donc aujourd'hui, on est très fiers de dire que le produit est 100% marocain, développé par des Marocains et qu'il est made in Morocco. Comment vous gagnez de l'argent? Alors c'est bon, j'ai à peu près compris, c'est à peu près clair, mais souvent dans des startups, on se demande comment ils gagnent de l'argent, les business models. Toi, tu as dit c'est du SaaS, donc c'est quoi? C'est un abonnement? C'est ça. Donc les banques achètent un abonnement mensuel. Et ils ont le choix entre 1, 2 ou 3 modules. C'est une plateforme qui est modulaire. Et donc, chaque module a un prix. Et ensuite, on déploie la solution dans la banque en question. L'espace de quelques semaines, ils commencent à l'utiliser. Et donc, on facture l'abonnement en fonction du nombre de transactions qui transitent par notre plateforme ou en fonction du nombre d'utilisateurs. Il y a différentes façons de faire. Attendez où? Il y a une différence entre comment on gagne de l'argent et comment on compte gagner de l'argent. Parce que très souvent dans les startups, on n'a pas une réflexion PME où on se dit on a un business plan où from day one on va gagner telle somme. Très souvent, ce qu'on fait, vous me corrigez aussi, c'est qu'on va aller chercher d'abord à créer le marché, parce que c'est le même objectif d'une startup, c'est d'aller très souvent créer un marché. Et une fois qu'on est dedans, on va monétiser ce marché-là. Alors typiquement pour nous, vu que toutes les transactions passent sur la plateforme, donc forcément on se rémunère sur les transactions, on apporte de la valeur ajoutée aux entreprises en les déchargeant de ce travail de suivi, de gestion, etc. Donc c'est des frais qu'on facture. Et puis il y a, en réalité, nous ce qu'on fait, c'est qu'on offre aussi un marché aux marques. Aujourd'hui, les marques qui travaillent avec nous ont accès directement à des collaborateurs de groupes comme l'OCP, comme L'Oréal Air Maroc, comme Orange, Inouï, etc. Et c'est une population qu'ils souhaitent adresser. Et nous, on leur permet de les adresser directement. Donc pareil, on facture ce genre de choses. Mais par contre, en commençant cette aventure-là, on ne facturait rien du tout. L'objectif était d'abord d'exister, ce qui est très dur pour une start-up. Et puis ensuite, une fois qu'elle existe, il faut bien la faire grandir. Et tu parlais tout à l'heure des premiers bons de commande, il faut bien aller chercher ces bons de commande. Pour nous, c'est beaucoup plus simple. Nous prenons en fait un pourcentage sur tous les trajets / tickets qu'on vend. C'est pas si simple. Ah non, ouais. Un pourcentage sur chaque trajet? Ouais. Mais alors comment on valorise ça? Je suis curieux de savoir. C'est pas simple ça. Nous sommes l'intermédiaire entre les prestataires de transport et les clients. Ce qui fait que tous les trajets au fait, qu'on fournit. C'est multicanal. Exactement. Donc ça peut être quoi? Ça peut être le bus, ça peut être le train, ça peut être le car, ça peut être un taxi. C'est n'importe quoi. Parce que nous fournissons tout le système ticketing derrière, ce qui fait que nous sommes capables en fait, de prendre une petite commission sur chaque trajet. Voilà. Alors, dernière question avant que je laisse la salle vous poser des questions, puisque ça permettra d'introduire aussi le panel suivant, qui est ce lien. Comment faire mieux le lien entre l'innovation, entre les startups et l'écosystème industriel, parce que ça, c'est un vrai sujet. On a parlé du premier bon de commande. On va dire, qu'est-ce qui était le plus compliqué à partir du moment où, tu l'as dit, il faut exister. En fait, exister, c'est facile, c'est ne pas mourir, qui est finalement plus compliqué. Mais
qu'est-ce qui manquait pour être en relation de manière extrêmement concrète? Là, tu l'as dit, j'ai retenu une chose, c'est-à-dire c'est dur de rentrer en contact avec les banques, sauf pour demander un crédit, mais attends, là par contre tu veux les avoir comme clients, c'est autre chose. Qu'est-ce qui était le plus compliqué? Qu'est-ce qu'il vous aurait fallu pour faciliter les choses et rendre ça plus, on va dire, plus simple? Alors moi, bizarrement, j'ai une expérience légèrement différente. Adresser les clients n'a jamais été une problématique actuellement. Il y a quelques temps, c'était dur parce que rien que le fait de s'annoncer comme une start-up marocaine, très souvent nous discréditait en fait. Start-up et marocaine, bizarrement, chez des clients marocains, nous posait plus de soucis que de dire juste start-up ou juste PME en fait. Mais là aujourd'hui, avec tous les efforts qui ont été faits, avec même le fait... Ça c'était quand ça? Alors, la dernière fois qu'on s'est fait éjecter pour avoir dit start-up marocaine, c'était 2019. 2019, ouais. Avant le Covid. Ouais. Mais c'est assez marrant parce qu'en fait, quand on dit start-up, on a cette image du gars qui débarque en t-shirt Star Wars, qui prend pas au sérieux le travail et qui bâcle un peu les choses et qui parle en anglais. Alors qu'en réalité, mes collègues ici ont tous des CV extraordinaires. L'écosystème start-up marocaine aujourd'hui contient des vraies pépites, que ce soit de technologie, que ce soit d'avancées même en termes de façon de faire le business. Et puis très très souvent, on répond à des questions que les entreprises n'arrivent pas à gérer avec des grands de l'industrie. Une idée très simple, aujourd'hui, quand on va aller chercher des grands de l'ERP ou des grands des CRM, etc., on se retrouve face à des mastodontes qui considèrent le Maroc comme un petit marché, qui ne vont donc jamais créer des personnalisations locales ou qui vont adapter leurs produits localement. Et donc, on devra passer par des institutions locales qui doivent réadapter, donc beaucoup d'argent. Alors qu'au même moment, vous avez des startups qui ont développé des solutions qui sont beaucoup plus adaptées localement et qui fonctionnent tout aussi bien. Enfin bref, l'idée c'est qu'au final, ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, avec tous les efforts de vulgarisation et puis de communication qui ont été avec toutes les initiatives de fonds d'investissement, d'incubateurs, etc. Les entreprises sont beaucoup plus à l'écoute, les entreprises accueillent plus facilement. Et moi, typiquement, mon expérience aujourd'hui, c'est qu'en allant chez les entreprises, c'est plus facile d'avoir le premier rendez-vous, mais c'est le deuxième qui est compliqué. Alors le bon de commande, c'est une autre histoire. Et puis surtout, après le bon de commande, il y a encore le paiement. Parce que comme tu disais très bien, nous, start-up, c'est marrant de créer, etc., mais on passe notre vie à survivre. On n'est pas à l'abri du jour au lendemain de se dire, finalement, on n'y arrive pas. Et surtout quand il s'agit de grands groupes, alors il faut savoir que c'est assez intéressant. Plus les groupes sont grands, plus leurs modalités financières sont des modalités qui sont très souvent assez strictes, parce qu'il y a des grands cabinets qui ont décidé qu'il y a des opérations financières qui sont faites, etc. Sauf qu'en face, quand on a une start-up qui, elle, vit, peut-être pas au jour le jour, mais qui a on est des fois sur des semaines. Quand on annonce 120 jours ou 60 jours même des fois à des startups, elle veut bien bosser avec vous, surtout quand les bons de commande sont des bons de commande à 6 chiffres. Mais voilà, très souvent, on n'arrive pas à suivre parce qu'on a ce genre de configuration. Donc la réalité, c'est que aujourd'hui, c'est plus facile d'approcher les entreprises. C'est un peu moins évident d'avoir des bons de commande, mais ça arrive. Et après, il y a toute la partie exécution, opération. Mais c'est des choses qui évoluent, on le voit évoluer. Je rejoins parfaitement ce qui a été dit et je complète ce qu'a dit Eitzman. La difficulté, au-delà bien sûr de l'aspect financier, c'est la temporalité. Une semaine dans une start-up, c'est 1 an dans une entreprise. Et donc, lorsqu'on est face... C'est interstellar, quoi. Interstellar, exactement. Et donc là, moi j'ai des cheveux blancs alors que en entreprise... Pareil, j'en avais pas il y a 2 ans. Ouais, voilà. Et donc, tu veux que je dise quelque chose, moi ? Je voulais pas faire de remarques là-dessus. Non, on n'en parle pas. Et donc la difficulté, c'est quand on est face à une grande entreprise marocaine qui nous dit il faut qu'on lance un appel d'offres, il faut qu'on établisse notre cahier des charges et il faut revenir. Et qu'on ait 3 devis contradictoires alors que vous êtes innovants et vous êtes les seuls à le faire sur le marché. Exactement. On a des expériences communes. Oui. Et on nous dit rendez-vous dans 6 mois pour lancer l'appel d'offres. Donc ensuite, il faut y répondre, il faut attendre les résultats, etc. Le problème, c'est qu'une start-up a un concept qui s'appelle le runway. Le runway, c'est le temps. C'est le temps que va vivre la start-up avec l'argent qu'elle a sur les comptes bancaires. Aujourd'hui, pour une start-up normale, le runway se compte à moins d'1 an. Donc, c'est-à-dire que dans 8 mois, 9 mois, 10 mois, on ne sait pas si on sera en mesure de payer les salaires.
Lorsqu'une grande entreprise marocaine nous dit dans 6 mois, on va lancer l'appel d'offres, il est clair qu'on ne va pas y répondre, on ne va pas perdre de temps avec cette entreprise et on va aller chercher ailleurs. Donc je reviens à la notion très très importante, c'est cette notion de temporalité. Et bien sûr, les choses ont changé, sont en train de changer. On se fait accompagner. Aujourd'hui, il y a des incubateurs, aujourd'hui, il y a des investisseurs qui rentrent dans le capital. Des psychologues. Des psychologues aussi qui nous aident. Et donc, on peut dire aussi qu'il y a un écosystème. Et donc, cet écosystème, il sert à quoi? Il sert à accélérer les choses. Il sert aussi à mettre en relation, à créer des ponts entre les startups, les grandes entreprises, entre les institutionnels aussi qui jouent un rôle important. Et donc, nous, on souhaite que ça continue. On fait en sorte que ça se développe au quotidien. Et on espère qu'à l'avenir, on pourra jouer un rôle un peu plus important sur ce marché-là et qu'on nous comprendra aussi. C'est ça aussi qui est important. Et si je peux ajouter une toute petite chose, moi je ne pense pas que le premier bon de commande est le plus difficile, c'est le deuxième et le troisième. Non, parce que tu peux avoir un peu de chance. Et je pense que c'est pareil dans toutes nos histoires. Tu as un peu de chance fait dans le premier, mais par la suite, pour répliquer la chose, c'est très très complexe. Moi j'appelle ça le premier bon de commande, je l'appelle le bon de commande 0. Parce qu'en règle générale, il y a aussi un peu d'émotionnel là-dedans. On baisse le prix, on est prêt à faire beaucoup de choses. C'est le deuxième où justement on commence à se dire bon, on se prend au sérieux, on a quand même une offre qui est intéressante. En plus, généralement, le 0, désolé, je t'ai interrompu, il vient soit de la famille, soit des amis lointains. Ah, je voulais pas le dire. Donc, Adek, on le compte pas réellement. Il est là plus pour aider que vraiment pour générer quelque chose. Merci d'être venu à ce groupe de psychothérapie en direct pour cette émission. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Personne? C'est comme les bons de commande. La première, ouais, c'est ça, la première la plus difficile. Ah, attendez, on va vous amener un micro. Non, je vais vous donner le mien, ça va être plus simple. Salam à tous et à vous. D'ailleurs, vous êtes 3 jeunes start-upers, c'est bien, ça fait plaisir, ça fait avancer le Maroc. J'avais une question pour Othman et pour Saad. Ce que vous présentez, ça s'adresse que aux gros groupes ou alors à des PME, des TPE? Alors nous, on a une stratégie qui était, dès le départ, on l'avait identifiée, c'est de se dire que pour que des marques et des partenaires nous suivent sur le projet, donc proposent des choses intéressantes aux collaborateurs à des conditions intéressantes, il fallait absolument qu'on ait, entre guillemets, des clients sexy. Et c'était l'objectif. Donc on a commencé par les grands groupes. On a aujourd'hui à peu près une centaine de groupes qui sont à plus de 300 employés. On travaille aussi avec la Fondation Mohamed VI de l'éducation, qui en soi est notre plus gros client. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a sécurisé tout ça, la prochaine étape, c'est de démocratiser justement ces avantages-là aux PME. Donc on se sert, entre guillemets, des grands groupes pour pouvoir bien négocier et ensuite ouvrir le canal aux PME, aux petites entreprises qui elles-mêmes ont tout autant besoin d'offrir des avantages à leurs collaborateurs que les grandes sociétés. Pour nous, plus de 80% de nos clients sont des TPE et PME, donc ils commandent chez nous 1 à 2 navettes, ce qui fait que non, c'est pour tout le monde. Il y a une autre question? Il y a un micro? Oui, je donne le mien, ce que j'allais faire. Bonjour à tous. Rien que pour, c'est une question qui est dédiée à e-programme. Alors, je voudrais savoir par rapport au détournement. Donc, quand vous suivez toutes les phases des cartes bancaires, est-ce que vous avez pris en considération lorsqu'il y a tournification dans ce sens? Merci. Est-ce que vous parlez de détournement de cartes bancaires, de paiement? Donc, je pense que tu seras plus habilité à répondre à cette question. Détournement de cartes bancaires. On a un outil de monitoring de fraude. Alors, pardon, j'ai pas très bien compris en fait la question. Est-ce que vous l'avez compris? J'ai entendu parler de détournement, de falsification. C'est en gros, où est-ce que vous intervenez à ce niveau-là? Je vais lui redonner le micro. Ok. Donc, j'ai noté que vous suiviez tout le processus
des paiements et de Oui. leur sécurité. Oui. D'accord. Alors ma question, c'est par rapport à ce qui se passe chez nous dans le marché international, la cybercriminalité. Donc, c'est de la fraude ou le détournement des cartes ou des codes des cartes. Est-ce qu'aujourd'hui, votre établissement, votre start-up est amené à assurer une certaine sécurité par rapport à ça? Merci. Très, très bonne question. Effectivement, on a lancé la création de la start-up, on avait un premier module et en fonction des retours de nos clients, on a développé des modules au fur et à mesure. Et effectivement, notre dernier module concerne le monitoring de fraude. Et concrètement, ce qu'on va faire ici, c'est que grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle, on est en mesure de comprendre le comportement d'un détenteur de carte et ensuite de notifier un agent en back-office en cas de suspicion sur un paiement. Je vous donne un exemple. Donc moi, Amine Kawi, j'habite à Casablanca et je fais mes courses au Marjane. Parfois, j'achète sur Glovo, etc. Donc l'IA de Paytic sait que j'ai des horaires, par exemple, de 8h à 22h, 23h. S'il y a un paiement qui se fait, je ne sais pas, au Kenya à 4h du matin sur un site de paris en ligne, ben, on va remonter une alerte. L'IA détecte que c'est potentiellement pas Amine Kawi qui est en train de faire cet achat-là. Et donc, ensuite, les équipes back-office prennent le relais pour notifier le client en question en lui envoyant un SMS pour valider la transaction ou sinon en l'appelant directement pour s'assurer que c'est la bonne personne qui réalise cette transaction-là. Donc, pour répondre à la J'ai déjà eu un coup de fil comme ça, donc c'est toi ça? Oui, ça devait être moi, ouais. Ok. Tard le soir, ouais, c'est moi. Et donc, pour répondre à la question, effectivement, c'est des sujets d'actualité pour les banques. Et donc, pour répondre aux besoins de nos clients, on a effectivement développé ce module qui est très, très demandé. Mais on n'est pas les seuls. Hein. On a de belles entreprises, qu'elles soient au Maroc ou à l'international, qui font du monitoring de fraude et qui s'assurent que les paiements par carte se passent de la meilleure des façons. Une dernière question, et ensuite on passe au deuxième panel. Pas d'autres questions? Il y en a une là-bas? Oui. On peut amener le micro là-bas, monsieur. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, comme ça on vous amène le micro. Voilà. Merci. Ma question s'adresse au premier panéliste, s'il vous plaît. Votre service, comment vous recrutez vos transporteurs? Quelles sont les garanties que vous avez? Quels sont les mécanismes mis en place? Parce que j'ai entendu parler de 2 navettes, 3 navettes, etc. Donc ces transporteurs sont assurés, pas assurés, comment vous les checklister, etc. Je voudrais bien comprendre comment se passe le processus. Le deuxième volet de ma question, le pourcentage, il est pris chez celui qui fait la commande ou chez le transporteur? Merci. Très bonne question. Merci pour la question. Donc pour la première question, il faut imaginer que nous sommes comme un Uber. C'est-à-dire que nous avons en fait beaucoup de prestataires partenaires qui nous donnent accès à toute leur flotte. Donc nous, on gère toute la flotte pour eux auprès au fait, de nos clients. Et donc nous avons en fait un cahier de charges très détaillé fait avec la sécurité, l'assurance, tout ce qui va avec, pour qu'on puisse choisir de tous les prestataires qui candidatent pour nous, pour qu'on puisse utiliser leur navette, ceux qui respectent effectivement en fait, ce cahier de charges. Pour le deuxième volet, en fait, on prend directement de la commission chez le prestataire partenaire et non pas chez le client. En fait, le but, c'est vraiment réduire au maximum au fait, le prix avec lequel on propose nos navettes. Et donc, généralement, on arrive à réduire de 20 à 30% le montant global qu'une entreprise paye pour le transport de ses salariés en fait, pour le mois. Voilà. C'était la dernière question. Vous pouvez applaudir tout le monde. Merci à vous et merci pour votre participation. Merci pour vos projets. Bravo encore une fois.